Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Les enjeux du patrimoine, une émission qui va nous permettre de revenir sur les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine alors que se termine le premier trimestre 2022. Quel bilan tirer des 2 dernières années et comment regarder l'avenir qui se dessine en matière d'investissement, de gestion de patrimoine, mais aussi évidemment de réglementation. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec 3 membres de l'Anacofi, l'Association nationale des conseils financiers, qui sont avec nous en plateau. Juste avant, un petit sommaire des sujets qui vont nous animer. Au sommaire, donc un débriefing ensemble de la convention de l'Anacofi qui s'est tenue jeudi dernier avec une mise en lumière des grands enjeux actuels de la profession des CGP, mais aussi des grands enjeux actuels en ce qui concerne l'Anacofi. Au programme également, les évolutions réglementaires pour la profession avec le rôle de l'Anacofi dans ce contexte. Avec, vous vous en doutez, et en premier lieu, la réforme du courtage entrée en vigueur le 1er avril dernier. Quel impact sur la profession et sur l'Anacofi qui fait partie des associations agréées par l'ACPR dorénavant. Nous en parlerons dans un instant et puis nous profiterons de ce moment d'échange pour nous pencher également sur cette année 2022 à l'orée du premier trimestre 2022 qui s'est terminé pour regarder effectivement quelles sont les perspectives pour le reste de l'année. Pour nous accompagner sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau David Charlet, président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des enjeux du patrimoine. À vos côtés, Nebojša Srećković, secrétaire général de l'Anacofi et de l'Anacofi SIF. Bonjour Nebojša Srećković. Anacofi SIF pour conseil en investissement financier. Et à nos côtés également Sébastien Barrault. Bonjour Sébastien Barrault. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Anacofi Syndicat et Anacofi Immobilier. On va revenir sur le sujet immobilier avec vous dans un instant. Je vous propose de commencer avec vous, David Charlet. La convention de l'Anacofi s'est tenue jeudi dernier, le 7 avril, au Carrousel du Louvre. Un mot de débriefing peut-être de cette convention, beaucoup de sujets traités. On peut peut-être commencer par un état des lieux un petit peu de cette convention. La convention, c'est vraiment bien passé. Bon, c'était un essai, hein, ça faisait 2 ans qu'on avait dû l'annuler, enfin nous avions dû l'annuler 2 fois de suite. Donc redémarrer un événement de cette taille, puisque c'est un événement qui selon les années réunissait sur une journée entre 1500 et 2000 personnes. Donc, ce n'est pas un petit événement. C'était un pari. Paris apparemment gagné. Beaucoup d'invités sur scène, bien pas sûr. seulement des visiteurs ou des membres. Donc on a effectivement balayé pas mal de sujets d'actualité, réglementaire. C'est l'occasion de présenter tout le travail qui a été fait par les équipes. On avait choisi de faire le point sur les 2 années passées, puisque nous n'avions pas pu avoir ces échanges pendant 2 ans, présenter en fait la situation à nos membres entre ce qui était la situation il y a 2 ans et demi et puis ce qu'elle est devenue. Je n'avais jamais eu un aussi grand trou, donc il y a plein de choses à raconter. Et avec en plus une période un petit peu particulière quand même Et pour le monde de avec une période l'investissement et pas particulière. que d'ailleurs. Et on avait fait le choix d'inviter nos autorités dans une des tables, ce qui fait qu'on a pu avoir des débriefs aussi, justement, sur des sujets d'actualité, voire des sujets très macro, qu'on aborde rarement comme on l'a fait là, dans une table avec débat. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait venir 2 économistes et puis on faisait une espèce de binôme d'économistes qui donnait un point de situation en 10 minutes. Là, on a fait autre chose. Donc, je pense que c'était une convention qui était intéressante. En tout cas, c'est le son que j'ai dans les oreilles, le bruit de fond en sortant des salles de conférences. La réglementation, on va y revenir, mais alors justement, que nous disaient les conférences sur la situation actuelle, économique ou d'investissement en France et en Europe? Alors, je pense que la table la plus intéressante, c'était celle où on avait les autorités là-dessus. Ensuite, nous, on était un peu en réponse dans notre dernière table, et la première, ça avait été une analyse de ce qui s'était passé pour nous. Ce qu'on peut retenir de ce que nous disaient les autorités, donc Banque de France, Bercy, c'était de constater qu'on avait bien sûr une crise Covid, mais que ça n'était pas une crise économique et qu'on en sortait beaucoup mieux qu'on avait imaginé en sortir. Bon, c'est leur constat. Ce qui est aussi intéressant dans leur constat, c'était de dire, tous les deux, attention, ça ne veut pas dire que ce qu'on aurait dû perdre dans cette période, on ne le perdra pas. D'accord. En revanche, ce à quoi ils ne croient pas, c'est un mur, un choc. Puisqu'on ne l'a pas pris, on va prendre un mur d'un coup. Donc, typiquement, il prenait l'exemple des destructions d'entreprises. Il disait on en a eu 2 fois moins que ce qu'on aurait dû avoir normalement. Donc, pas crise. Comme on a eu des créations en même temps, ça va bien. Mais cette moitié qu'on n'a pas eu pendant 2 ans, 2 années d'affilée,
on va probablement l'avoir. Il ne faut pas croire que ça n'arrivera pas. Donc le mur de faillite d'entreprise s'est décalé, mais n'est pas annulé pour autant. Mais ne devrait pas venir comme un mur. D'accord. Ça, c'est la situation au sortir du Covid. Donc il l'analyse comme ça n'est pas véritablement une crise. Bon. Par contre, tous le disaient, en revanche, la situation que provoque la guerre en Ukraine, attention, parce qu'elle, en effet, elle peut arriver à provoquer une crise qui, cette fois-ci, serait bien une crise économique. Et là, pour le coup, le seul constat qu'on peut faire, c'est la France y arriverait mieux préparée ou dans une meilleure situation que ce qu'on aurait pu envisager à la fin du Covid. Point. Fin de leur analyse. Maintenant, on passe à l'étape d'après. Et donc, dans l'étape d'après, des conclusions, c'était, messieurs, mesdames, les chefs d'entreprise du Conseil, puisque c'est ce que nous représentons, va falloir bosser, va falloir y aller, quoi, et vous aurez votre utilité. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on revendique. Bon, voilà. Nebojša Srećković, même question un petit peu sur ces échanges, sur le constat. Effectivement, on va aborder le côté réglementaire. Il y avait toutes les autorités qui étaient présentes. Donc, un constat un peu plus optimiste, finalement, que ce qu'on aurait pu attendre après 2 ans de crise Covid, même s'il y a encore, d'un point de vue investissement, des chocs exogènes, et notamment cette situation de guerre sur le sol ukrainien. Comme disait David, vraiment des choses très précises, à la fois avec le Trésor, aussi avec la CPR, avec le médiateur au crédit, sur lequel on nous communique des chiffres en nous parlant par rapport aux détenteurs des PGE, qu'on est sur des taux de défaut estimés, calculés autour de 3 à 5%. D'accord. Que l'actif net entre l'argent, l'augmentation des dettes des entreprises et l'argent qui est sur les comptes des entreprises, le delta, l'écart n'est pas si significatif que cela. Bien sûr. Donc vraiment très 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 rassurant, en tout cas dans nos métiers. Et on n'a pas manqué de souligner que nous, la sphère du conseil, on était là aussi pour relayer leurs plans, aussi bien sur l'épargne retraite, aussi bien sur la partie investissement dans les entreprises, et qu'on était des spécialistes diplômés et sachants, et que de l'autre côté, on était aussi là pour soutenir tous les projets ESG et ISR. Donc vraiment une très belle table avec des gens de très haut vol. Alors justement, sur ce sujet, sachant, il y a une actualité qui concerne le monde entier des CGP, des courtiers, des conseillers en investissement financier. C'est l'entrée en vigueur de cette réforme du courtage, Nebojša Srećković. Réforme du courtage qui est entrée en vigueur le 1er avril. Si la dernière fois que vous étiez réunis, c'était il y a 2 ans, effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont passées, pas mal de préparation au niveau de l'Anacofi, mais de l'ensemble du secteur. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette entrée en vigueur en termes de préparation pour l'Anacofi, mais de changement pour les CGP pour le coup? Alors, je vais vous faire une réponse politicienne. Je suis Anacofi-sif, je suis sur le conseil en investissement financier. Je vais laisser notre président répondre, qui est la personne la plus habilitée pour le portage. C'est David Charlet qui va s'en charger alors. Oui, alors bon, il n'y a pas de... Le projet avait été quand même préparé déjà avant qu'on ait le Covid, donc on a communiqué largement auprès de nos membres, mais effectivement plus en ayant une réunion physique. Mais des débats entre l'équipe qui a dû gérer ça et les conseils d'administration ont eu lieu. Par contre, c'est vrai qu'on a commencé à pouvoir montrer ce qu'était le résultat final. Bon, c'est pas très compliqué. On a eu une négociation avec un régulateur qui lui a posé un cadre. Il fallait rentrer dedans et il fallait proposer une association d'accompagnement très complète dans laquelle on détruisait le maximum d'options de conflits d'intérêts pour les pairs qui allait diriger cette association. Donc en clair, construire une association de professionnels pour les professionnels, mais dans lequel les professionnels qui la dirigent ne font que la diriger, mais ne mettent pas les mains dans le cambouis, sinon il y aurait des sujets de conflit d'intérêts. À part ça, les demandes étaient très précises. Je pense que c'est très lourd à mettre en œuvre pour beaucoup d'associations, mais il se trouve que l'association qui est l'Anacofi, le groupe Anacofi, entre IMO, CIF, l'Anacofi d'origine, l'Anacofi Courtage, créé pour ça en amont et qui avait déjà pu tourner un peu, on a aujourd'hui un schéma dans lequel on est capable d'offrir la totalité des services, l'accompagnement sur la formation, la validation de l'honorabilité, toute cette chaîne de services, sachant que nous n'aurons pas à gérer le contrôle. Et donc tout ça était prêt, on a pu le présenter, on l'avait présenté en amont, on a pu répondre aux questions. Je pense que c'est surtout ça. On a pu répondre aux questions. Parce qu'il y a des craintes des CGP ou des questionnements, effectivement. Pas des CGP. Pas des CGP. Les membres que nous avions déjà sont nos associations, sont des associations d'accompagnement depuis plus de 15 ans. Donc les CGP, du fait du CIF, on avait étendu déjà ce type de prestations d'accompagnement sur toutes les autres prestations jusqu'à l'immobilier qui n'était pas forcément naturel dans l'Anacofi du départ. Parce que les conseils en investissement financier sont régulés depuis plus longtemps. Oui, c'est ça. Ils sont régulés et encadrés par leurs pairs depuis plus longtemps.
Donc les associations se sont déployées comme des associations accompagnantes. Et donc pour ceux qui étaient dans nos membres, il n'y a pas de changement. En fait, le changement, il est interne à l'association, ce qui intéresse personne. C'est-à-dire qu'en interne, c'est plus compliqué à gérer. Par contre, pour ceux qui vont rentrer, alors là, oui, c'est la découverte. Pour ces 30 000 entreprises qui n'étaient nulle part, une association d'accompagnement et d'encadrement, ils ne savent pas ce que c'est, ils vont le découvrir. Et alors justement, est-ce que ça a eu un impact sur le nombre d'adhésions, par exemple? Oui, on a un rush absolu. On a véritablement un rush avant l'entrée en vigueur des textes. Donc, depuis l'entrée en vigueur des textes, les chiffres qu'on nous annonce simplement sur des membres qui nous disent même « j'amène mon réseau dans les mois à venir » sont juste 2 fois supérieur à ce qu'on avait envisagé sur le début de l'opération. C'est-à-dire que ce qu'on nous annonce sur les 2 mois à venir, c'est ce qu'on avait prévu d'encaisser sur 1 an, pour se rendre compte, et dans le dossier de la CPR, qu'on a déposé à la CPR. Donc, oui, il se passe déjà quelque chose depuis janvier, et ce qu'on nous annonce, c'est une arrivée en masse. Mais une arrivée en masse qui, de toute façon, est plafonnée. On connaît le nombre final. Hein. La question, c'était à quelle vitesse vont-ils arriver. Et c'est plus rapide que prévu. Et il semblerait que ce soit plus rapide que prévu. Donc, par exemple, les recrutements qu'on avait fait en renfort deviennent renforts potentiellement temporaires. Très clairement, vont être des renforts durables. Alors, l'avantage aussi qu'on a, comme l'association est structurée et d'une taille significative, on a pu recruter, on a mis les moyens sur la partie digitale. Désolé, je reviens chaque fois sur la partie digitale. Mais je crois que c'est votre sujet aussi. C'est mon sujet, voilà. Et aujourd'hui, on est prêt à les accueillir, les bras ouverts, et il faut surtout pas qu'ils n'hésitent à nous rejoindre. Voilà. Avec un sujet formation, donc évidemment, parce que c'est un des grands enjeux de cette réforme du courtage. Et donc là, effectivement, ça passe par le digital, par des modules e-learning mis en place et donc mis à destination des CGP. Tout à fait, et adapté pour eux, courtiers. Pour courtiers, effectivement, je dis CGP, mais il y a différents métiers derrière cette appellation. Et donc là, on parle des courtiers. Pour le coup, justement, on parle des courtiers, on parle de courtage, crédit, notamment crédit immobilier. Et on va se poser la question avec vous, Sébastien Barrault, de ce contexte de début d'année en matière d'immobilier, alors que justement, le 2e trimestre de 2022 débute avec une remontée des taux. Alors ça reste relatif, on partait de très bas, on reste bas, mais on voit du coup des taux qui remontent et donc un certain nombre de questionnements en matière d'investisseurs et d'épargnants sur ce secteur immobilier. Comment est-ce que vous voyez ce début d'année immobilier, Sébastien Barrault? Alors bonjour. Je le vois de manière, comme toute année électorale, un petit peu partagée. D'accord. Les taux réaugmentent, mais comme vous le disiez, de manière, effectivement, pour l'instant, c'est assez light. Peut-être que ça va permettre aux banques d'être un petit peu plus, on va dire, motivées pour pouvoir faire du crédit, puisque quand les taux sont bas, on sait qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent dessus. Donc du coup, comme par hasard, certains dossiers d'investisseurs attendent un petit peu plus longuement que les dossiers et il y a un sujet en plus dans certaines régions entre la profession des IOBSP et des banques, effectivement, c'est ce dont vous nous parlez. Là, il y a un vrai sujet, c'est que depuis quelques années, les IOB, enfin les courtiers en crédit, ont pris une part significative d'activité, en fait, et les banques l'ont vu un petit peu de manière... comment le dire de manière diplomatique, l'ont pas forcément bien vu, et tentent toujours de diminuer le travail, en tout cas l'emprise des courtiers, enfin l'emprise c'est un grand mot, mais en tout cas le travail des courtiers auprès de leur propre production, par rapport à leur propre production, ce qui est fort dommage puisque toutes les enquêtes le montrent, les Français ont envie d'avoir affaire à des courtiers, à des personnes indépendantes, autonomes, mais en tout cas qui sont en architecture ouverte et qui peuvent, alors ça peut être dans le courtage en crédit, mais courtage en assurance aussi bien évidemment, ou en immobilier, enfin dans tous les domaines d'activité, en tout cas d'avoir une personne en face qui ne soit pas de parti pris, qui les accompagne par rapport à leur situation personnelle, leurs objectifs à venir, en tenant compte de tout et pas juste faire un emprunt et essayer de négocier un taux tout simplement, parce que c'est ce qu'on voit toujours et ce que les Français alors, essentiellement. Ça, c'est le sujet effectivement de l'écosystème, effectivement, et peut-être un rapport de force qu'on voit dans certains territoires entre banques et IOBSP. Après, sur le sujet du crédit, on voit les taux remonter. Alors, effectivement, ça reste bas, mais il y a quand même des incidences dans un contexte d'inflation sur le taux d'usure, par exemple, et sur certains dossiers qui pourraient être plus complexes à faire passer. De toute façon, les dossiers sont plus complexes à faire passer sur les investisseurs depuis plus d'1 an. Depuis que le HCSF avait plus que préconisé des niveaux d'endettement maximum, une moins bonne prise en compte des revenus futurs lorsqu'on fait de l'immobilier locatif, par exemple, d'investissement locatif, on prend plus à 100%. Enfin,
Pareil, il fallait de l'apport. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont quand même freiné en 2021 l'investissement locatif dans le neuf, en tout cas. On entend depuis très longtemps que l'immobilier a été une année record en transactions en 2021. C'est vrai, mais c'est vrai essentiellement dans l'immobilier ancien et dans les transactions classiques avec déménagement de résidence principale ou des Français qui, suite au Covid, ont envie d'acheter une résidence secondaire avec un jardin, etc. Pour ce qui est du neuf, nous avons une pénurie de stock. Tout simplement parce que avant, il y a eu le Covid, il y a eu les élections municipales, maintenant il y a les élections présidentielles. Donc les promoteurs n'ont pas eu le temps, enfin sont en cours faut s'occuper des permis. Il y a les nouvelles normes qui arrivent très rapidement, la RE 2020, qui font qu'on va se retrouver encore avec des normes de construction supplémentaires, une augmentation des coûts. À cause des nouvelles normes, mais aussi à cause de l'inflation pour le coup. De l'inflation et puis surtout un manque de matériaux, de matières premières qui va être on va le sentir. Donc un chiffre global en fait de marché immobilier qui va bien, qui cache en fait des réalités différentes entre le neuf et l'ancien, c'est ce que vous nous dites. Oui, parce qu'il faut jamais oublier. Et puis on parle de logement, mais l'immobilier, il n'y a pas que du logement. Il y a aussi tout le tertiaire. Il y a aussi tout ce qui est bureau, tout ce qui est entreprise. Donc souvent on voit le logement, on voit l'immobilier par les chiffres du logement. Soit c'est hyper important parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel, mais nous on essaie de le voir de manière plus globale à l'Anacofi, en sachant qu'on inclut là-dessus aussi l'aménagement du territoire, à savoir que si on veut à terme relocaliser des entreprises en France, va falloir le faire, et dans certains territoires, il va falloir le faire avec les bonnes infrastructures, sans forcément avoir des grands kilomètres à faire, etc. Bien Parce sûr. que l'essence, on voit bien qu'elle augmente, donc si on ne veut pas se retrouver avec une crise des gilets jaunes... Nous sommes tous censés être à vélo. Donc Oui, mais même vu le temps qu'il fait en ce moment, j'avoue que le vélo, ça va être un petit peu compliqué. mais si ça peut n'être Surtout... que sur 1 kilomètre avec un parapluie, ça se gère. Exactement. Sauf que là, l'idée, on ne va pas remettre des usines dans Paris intramuros, par exemple. Je ne pense pas que Mme Hidalgo le souhaite, en tout cas. Et alors, justement, sur ce sujet, hors centre-ville, il y a un sujet sur lequel vous êtes sollicité également à l'Anacofi, c'est le sujet des lieux où il y a presque plus de résidences secondaires que de résidences principales, qui est un sujet qui a été pris par le gouvernement et même un certain nombre de responsables politiques. Là-dessus, on a un vrai problème de logement aussi, pour le coup. Et oui, puisque les personnes qui sont historiquement installées dans ces endroits-là n'arrivent plus à y rester, en fait. Ils voient les prix augmenter. Pour des gens qui ne viennent pas habiter là, en plus. Exactement. Donc, alors on dit toujours que c'est les Parisiens, mais non, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où c'est pas forcément des Parisiens. Oui, qu'il y a les Marseillais, les Bordelais aussi, c'est ça? Oui, mais en fait, partout. Et les Lyonnais. Il y a une ville comme Limoges, c'est pas forcément des Parisiens qui se sont installés à Limoges. C'est beaucoup de Bordelais qui ont décidé d'aller s'installer sur Limoges. Donc, faut pas non plus toujours dire que c'est les Parisiens qui envahissent le reste des territoires. Non. Je dis ça, je suis parisien, donc j'assume. J'ai pas bougé, j'ai pas de maison secondaire. Vous n'avez pas de maison à Limoges. J'ai pas de maison à Limoges ni ailleurs. Mais c'est un sujet sur lequel vous êtes. Et nous avons une réunion très prochainement sur le sujet, effectivement. Les personnes du Trésor, enfin plusieurs personnes de Bercy et compagnie, nous ont sollicité pour que nous leur fassions part de nos avis. Et nous allons échanger, travailler, et ça a lieu la semaine prochaine. Ils viennent nous voir dans nos locaux. Et nous avons constitué un petit groupe de travail. Ça ne sert à rien d'être non plus trop nombreux, parce que plus on est nombreux, plus il y a d'avis. Donc là, c'est bien de faire un groupe de travail de spécialistes qui va aller adresser rencontrer le sujet exactement. Au sein de l'Anacofi. Je vous propose de revenir avec vous, Nebojša Srećković. Lors de la convention de l'Anacofi, l'accent a été mis également sur la réglementation. David Charlet nous l'a rappelé, il y avait un certain nombre de CGP ou de membres de l'Anacofi qui n'avaient pas eu accès de manière physique, j'entends, à ce que vous pouviez, les travaux que vous pouvez effectuer en matière de réglementation réelle ou à venir. Qu'est-ce qu'il faut retenir des échanges qui ont eu lieu, Nebojša Srećković ? C'est totalement paradoxal, puisque de l'autre côté, le digital nous a bien aidés, puisque les gens ont pu suivre leur formation, qui est une obligation dans notre métier, il faut surtout le rappeler. Bien sûr. Avec un taux de réussite à plus de 75%, il faut le rappeler aussi, donc c'est pas si facile que ça. Et tous nos modules sont visés, agréés et validés, donc là-dessus c'est très complexe. Mais il manque toujours cette chaleur humaine qui nous caractérise, puisqu'il faut se rappeler qu'à la base on était un think tank, on était des chefs d'entreprise,
on était contents de se voir et de partager nos savoir-faire. Et le fait de pouvoir relancer les Tours de France, la Maison de Marseille et autres, il y a un engouement qui arrive, qui revient. Comme si on était à nos débuts, voilà. Donc c'est très 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 plaisant. Et alors sur les sujets réglementation, pour le coup, est-ce qu'il y avait des messages clés à retenir en cette fin de premier trimestre 2022, Nebojša Srećković ou David Charlet? Je vois que tous les deux veulent répondre sur le sujet. Non, mais réforme du courtage, indéniablement, écrase à peu près tout, alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième sujet qui écrase tout, mais qui n'est pas encore tangible, même si dans la négociation il est, c'est la négociation sur nos modèles économiques qui, elle, se mène à Bien Bruxelles. sûr, oui. Voilà, et ces deux sujets écrasent tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Ça veut dire que vous voyez bien que dans la campagne présidentielle, on entend parler de que se passera-t-il sur l'assurance vie, que se passera-t-il sur le droit des successions, que se passera-t-il sur la fiscalité, que se passera... Bon, mais ces deux sujets dans nos métiers, aujourd'hui, ils écrasent tout. Ça ne veut pas non plus dire que sur des sujets liés à l'immobilier, ils ne vont pas devenir aussi extrêmement puissants et eux aussi venir. La réforme du courtage, maintenant, elle est absorbée. Donc, on est encore dans les mois où on parle de cette réforme du courtage qui cache tout le reste. C'est une question de mois. D'ici 2 mois, ce sujet sera clos. Toutes les associations sont aujourd'hui agréées et on pourra enchaîner et on aura tous dû mettre en place tous les outils prévus. Et à ce moment-là, on en verra peut-être d'autres émerger. Celui des modèles économiques, il va se régler entre la fin de cette année et la fin de l'année d'après. Donc, on va encore se le garder un moment. Et ça, c'est Bruxelles. Et donc là, c'est au niveau européen pour le coup. Et là, c'est au niveau européen. Mais attention, je vous rappelle que le droit européen nous guide tous, y compris peut-être un jour le droit des journalistes, sauf que c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'il y a niveau 1, niveau 2, ça c'est à Bruxelles. Donc on est en train de discuter le niveau 1 des textes, mais il y aura son niveau 2. Ensuite, ça va revenir dans chacun des pays, texte de niveau 1, texte de niveau 2. Donc ça peut durer. Et il y a un moment où ça deviendra national. C'est-à-dire que la solution finale trouvée au niveau européen devra être transcrite, même si c'est un règlement, il faudra permettre de le comprendre au niveau national. Donc celui-ci va rester durablement. D'accord. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on rémunère ces métiers et quel est le modèle économique vertueux. Double question. Est-ce qu'on a le droit de payer les gens en honoraires ou en commission ? Et est-ce qu'on a le droit à un système libre ou pas? Et deuxième question, comment assure-t-on la transparence vis-à-vis du client? Vous voyez bien que par contre, si on parle d'honoraires, c'est assez simple, c'est tu dois 10 000, s'il te plaît, fais un chèque ou un virement. Voilà. Dans les autres cas, c'est un peu plus compliqué. Mais ceci dit, même dans ce cas-là, pourquoi les dois-tu? Donc, il y a ces deux sujets-là. Donc c'est ça qui détermine derrière les modèles économiques qu'on peut imaginer. On les croise aussi avec les statuts que l'on a. Est-ce qu'on est un tied agent, pour utiliser le terme de Bruxelles, donc un agent lié d'un producteur? Bien sûr. Ou est-ce qu'on est quelqu'un qui est en situation de conseil? Ce sont nos métiers. Et donc quand vous avez mélangé tout ça, vous avez la question des modèles économiques qui est sur la table. Celle-ci va nous rester un bon moment, mais si on gagne la bataille d'ici la fin de l'année, on sera déjà bien. La partie de la bataille jusqu'à la fin de l'année, on sera bien. Alors il y a un sujet, Nebojša Srećković. Je peux souligner quand même qu'il y a vraiment un front uni, un front commun, où tous les acteurs de la place en France parlent d'une même voix. Donc c'est vraiment très important. On pourra en débattre sur d'autres émissions. Pas oublier, mais ça ne ressort pas encore, mais ça commence à poindre tout ce qui est autour du digital. Donc, et quand je dis digital, c'est pas la fintech, les outils en eux-mêmes. Et là, pour c'est les nouvelles opportunités d'investissement permises par le digital. Absolument ça, et donc avec les technologies qui vont avec, c'est bel et bien sur la table, mais pour l'instant, c'est pas aussi prégnant qu'à mon avis, ça ne va le devenir. Ça l'a été un moment. On a réglé le sujet, ce qu'on accepte la blockchain et autres. Ok, donc ça va le redevenir dans les mois à venir parce qu'il y a des nouvelles choses qui se posent sur la table et qu'il va falloir trancher. Et puis qu'on voit l'appétence d'une certaine partie de la population et qu'il y a des questions de droit qui ne sont pas tranchées. C'est pas la technologie. C'est bien le droit. Bien sûr. Le sujet va être le droit. Les mécanismes d'investissement et le droit. Oui. On va conclure avec vous dans un instant, David Charlet, juste avant Nebojša Srećković. Une question justement sur ce digital. Alors, ce digital, on a été forcé dans tous les secteurs d'activité à amorcer une transformation digitale ou à renforcer ou à accélérer une transformation digitale pendant les 2 dernières années. Aujourd'hui, d'un point de vue pandémie en France, on revient vers des événements physiques ou autres. Quelle est la part que le digital va garder dans les échanges avec les CGP, dans l'Anacofi, au sein de l'Anacofi ou de manière plus générale?
Aujourd'hui, le digital a été acté, rentré dans l'ADN de tout le monde. On avait peur avant de parler devant une caméra en se disant je parle tout seul. On est 4. Et j'ai peur que les gens ne puissent pas transcrire le message auquel je veux participer. Mais le digital sera toujours présent. C'est un moyen de nous permettre d'avoir plus de temps et d'être plus proche à la fois de nos adhérents pour ce qui nous concerne en tant qu'association professionnelle et de l'autre côté pour les cabinets d'être plus proches de leurs clients. Pour conclure, David Charlet, il y a eu une table ronde au sein de cette convention Anacofi qui a réuni, j'ai envie de dire, les présidents de différentes associations. Vous avez échangé avec le président de la CNCGP, vous avez échangé avec le président de l'AFG. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges? Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette table ronde, c'est celui de l'ESG. Alors il est tellement récurrent, effectivement, que je ne vous ai pas lancé sur ce sujet aujourd'hui, mais j'imagine que ça fait partie des grands enjeux également. Oui, l'ESG, l'investissement long, je pense que les deux sujets qui avaient été abordés, alors, président de la CNCGP, non, parce que Covid, mais son délégué général. Mais bon, il a remplacé son président. Oui, on est venu sur les sujets de l'ESG et de l'investissement long, qui d'ailleurs vont de pair. Et avec ces grandes questions, c'est plus une mode. On est dans la 3e phase de l'implantation de l'ESG. C'est-à-dire que le côté mode d'une époque, c'est fini. Le côté on y va, c'est aussi fini. Maintenant, on est dans une 3e phase où c'est bon, tout se transforme en ESG. Maintenant, il faut savoir faire le tri. Il faut avoir une bonne fois pour toutes les bonnes normes et qui permettent d'être sûrs et que ce soit des normes partagées par tous. Et il faut commencer à se poser les questions qui sont limite les questions d'après. Et notamment, est-ce qu'on va garder un pôle, une partie de notre économie assumée comme non ESG, mais parce qu'on en a besoin pour faire fonctionner notre continent, parce que l'ESG se traite au niveau de Bruxelles. Bien sûr, aussi. Ouais. Avec notamment les négociations autour de la taxonomie exactement. Verte. Ouais. Donc la question c'est, j'ai dit hier, excusez-moi, mais je ne connais pas d'entreprise ESG qui fabrique des explosifs. Or, nous réarmons. C'est un vrai sujet d'investissement aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais en dehors de cette question sur un sujet précis qui est le réarmement, est-ce qu'un continent peut se passer d'une certaine proportion de non-ESG, même quand il a décidé et quand on est à la 3e phase de la mise en place de l'ESG. Ça fait partie des questions qu'on se posait, avec donc les 2 questions qui vont avec, l'investissement long. Et oui, l'absolue certitude qu'il faut que les gens aillent sur de l'investissement long, dans plein de domaines, mais c'est nécessaire. L'investissement court très rentable, c'est compliqué, sauf à piler, bref. Et la deuxième partie de ça, c'est l'acceptation du coût. C'est-à-dire que si on transforme en ESG, aujourd'hui, on n'en a pas vu les coûts encore. Aujourd'hui, quand on parle de l'immobilier, de la transformation vers les normes ESG de l'immobilier, c'est là où on commence à les voir. Bien sûr. Mais on n'a pas fait le reste. Et donc la question qui va avec, qui paye ? Voilà. Mais donc il y aura un coût. Et donc on pourrait très bien avoir 2 mondes. La caricature absolue, ce serait de dire le monde de l'ESG sera très liquide. Le monde du non-ESG, pour avoir des investisseurs, devra payer beaucoup de dividendes. Il se passera quelque chose entre ces 2 bornes. Voilà. D'accord, écoutez, ce sera le mot de la fin, effectivement, pour essayer de comprendre un petit peu le monde de l'investissement demain. Alors là, effectivement, on parle de l'ESG, mais un sujet, effectivement, de plus en plus présent au sein des investissements. Merci beaucoup, David Charlet, président de l'Anacofi. Merci, Nebojsa Srekovic, secrétaire général de l'Anacofi et de l'Anacofi SIF. Et merci, Sébastien Barrault, secrétaire général de l'Anacofi Syndicat et de l'Anacofi IMO. Merci à vous de nous avoir suivis dans les enjeux du patrimoine.